élaboré à plusieurs avec un certain nombre de professionnels de santé issus d'horizons divers, mais tous concernés par la pathologie HPV. On a essayé de faire quelque chose d'assez pratique sous forme de questions-réponses courtes. Voilà, donc après, vous aurez tout le loisir de poser des questions. Donc, je vais démarrer, on va le faire à 3 voix. Donc, je vais commencer. Ensuite, vous aurez le docteur Cathy Ardins qui va se présenter et ensuite le docteur Husson. Donc, je démarre tout de suite. Alors, on est en plein écran maintenant. Je ne sais pas si on est en plein écran. Non, voilà. Pas en plein écran. Si on est en plein écran. Voilà. Alors, d'abord, un petit mot sur le papillomavirus. C'est quoi ce papillomavirus? Donc, un virus qui compte plus de 200 types, 200 génotypes différents, dont 12 sont potentiellement oncogènes, donc peuvent être à l'origine de lésions précancéreuses ou cancéreuses. C'est ce qu'on appelle les HPV à haut risque. Et c'est cela qu'on va chercher quand on fait le test HPV dans le cadre du dépistage du cancer du col. Alors, l'HPV, c'est l'IST la plus répandue dans le monde. C'est une infection tout à fait banale, très fréquente. 80% des individus sexuellement actifs seront contaminés à un moment ou à un autre. Et en général, d'ailleurs, plutôt au début de leur vie sexuelle. Globalement, ce virus est responsable, en tout cas en France, de 100% des cancers du col, 90% des cancers d'anus, même un peu plus, je crois, et 38% des cancers de l'oropharynx. Alors, est-ce qu'on peut l'éliminer naturellement? Eh bien, oui. Dans la grande majorité des cas, dans 90% des cas, cet HPV va être éliminé naturellement en 1 à 2 ans. Et en fait, l'infection est donc tout à fait transitoire et bénigne, c'est-à-dire asymptomatique. Donc, c'est une infection en fait qui passe inaperçue. Cette élimination, qu'on appelle aussi clairance, elle est d'autant plus probable que le sujet est jeune, mais elle dépend aussi du type d'HPV et l'HPV 16 est le plus difficile à éliminer. Et c'est seulement quand il y a une persistance de l'infection que peut apparaître des lésions précancéreuses et plus tardivement un cancer. Alors, est-ce que le préservatif est efficace? Comme la contamination, elle se fait par contact peau-peau, muqueuse-muqueuse ou peau-muqueuse, vous imaginez bien que le préservatif, ne protégeant pas toutes les surfaces de contact possibles, il offrira une protection imparfaite. Donc, on estime que le port des préservatifs diminue le risque de transmission de 70 à 80%, mais il n'offre pas de protection radicale. La transmission verticale mère-enfant est possible aussi, mais très, très peu fréquente. Alors, combien de cancers l'HPV provoque en France chaque année? Actuellement, environ 6400 cancers sont provoqués par l'HPV chaque année, dont 25% surviennent chez l'homme. Alors, parmi ces cancers, on a bien sûr les cancers du col de l'utérus, environ 3000 par an. On a les cancers de l'anus, qui sont plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Et on a en forte progression les cancers de l'oropharynx, plus fréquents nettement chez l'homme que chez la femme, à peu près 1300 et un peu plus, je pense maintenant, chez l'homme et environ 400 chez les femmes. Et puis on a, mais de façon très modérée, des cancers de la vulve, du vagin et du pénis qui sont aussi en lien avec le papillomavirus. Vous voyez qu'en tout, ça fait 6400 cancers par an. Et puis, on a mis dans ce schéma les verrues génitales qui ne sont pas des cancers et qui ne donnent pas de cancer, mais qui sont suffisamment ennuyeuses pour qu'on puisse les mentionner et qui sont, elles, provoquées par les HPV à bas risque. Alors, les cancers de l'oropharynx induits par l'HPV ont-ils des particularités par rapport aux cancers de l'oropharynx qu'on connaît, qui sont en lien avec le tabac et l'alcool? Mais il faut savoir que les cancers en lien avec l'HPV, d'abord, sont exclusivement liés à la persistance de l'HPV 16, 16 en très grande majorité, et on les trouve principalement à la base de la langue et sur les amygdales. Ils touchent en majorité les hommes, 80%. Alors, ce qui est particulier, c'est que l'incidence a beaucoup augmenté dans les pays développés ces 20 dernières années. Ça a été multiplié par 3 aux USA, notamment entre 2000 et 2017. L'intoxication alcoolo-tabagique n'intervient pas dans la survenue de ces cancers, mais ce qui est important, c'est que le pronostic des cancers HPV induits est meilleur que celui des cancers HPV-.
Et globalement, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est quand si on a une douleur et une vague douleur souvent parce que les symptômes des cancers de l'oropharynx HPV induits sont souvent moins francs, moins nets. Si on a une vague douleur, une gêne ou l'apparition d'une boule dans le cou qui persiste plus de 3 semaines, et même si on n'a jamais fumé, il faut consulter. Alors, je vais prendre la parole. Donc, moi, je suis le docteur Ardence, je suis gynécologue spécialisée dans la pathologie HPV induite. Le docteur Farouzi vous a parlé des cancers, mais le papillomavirus peut être également responsable de pathologies bénignes. C'est ce qu'on appelle notamment les condylomes acuminés ou verrues génitales, donc qui sont localisés vraiment dans la région anogénitale. Et on parlera également de pathologies très particulières à l'enfant. Alors, les condylomes acuminés, ce sont effectivement des verrues qui sont dues à des virus HPV à bas risque, et notamment le 6 et le 11. Il n'y a donc aucun risque d'évolution vers le cancer, mais il faut savoir bien sûr que d'avoir du papillomavirus 6 ou 11, ça n'empêche pas d'avoir du papillomavirus 16, 18 ou autres virus à risque oncogène, et il faut bien entendu dépister ces personnes également, mais en tout cas, il faut rassurer, les verrues génitales n'ont pas de risque d'évolution vers le cancer. Chez l'enfant, l'HPV, on lui donne des verrues, ce qu'on appelle verrues vulgaires et bénignes, qu'on a tous plus ou moins eu à un moment dans l'enfance, mais qui sont dues à des génotypes différents, c'est surtout le 2, et le plus souvent, c'est des choses qui passent très, très rapidement. Il faut quand même évoquer une pathologie qui est très rare, mais qui est quand même extrêmement morbide. C'est ce qu'on appelle la papillomatose laryngée juvénile. Donc, c'est une pathologie qui survient à peu près chez l'enfant entre 5 et 12 ans. Et en fait, ce sont comme des verrues, mais qui sont situées dans la gorge et qui peuvent donc aboutir à des cas de détresse respiratoire. C'est difficile à soigner et ça a un mauvais goût de récidiver particulièrement. Donc, ça, même si c'est une pathologie rare, c'est quand même une pathologie qui est grave. Et vous voyez sur le graphique à côté, là, je ne sais pas si j'ai une petite flèche, non, je l'ai avec peut-être la souris, voilà. Vous voyez l'impact de la vaccination sur l'incidence de cette papillomatose laryngée. On voit que dans ces dernières années, donc là, ça remonte à 2016, vous voyez, ça, c'est en voie de disparition, cette papillomatose laryngée qui est due au 6 et au 11. Alors, c'est vrai que l'objection classique à la vaccination contre l'HPV, c'est de dire finalement, pourquoi vacciner puisqu'on peut dépister facilement les lésions précancéreuses du col de l'utérus grâce aux différents tests de dépistage, que ce soit le frottis ou le test HPV. Donc ça, c'est vrai, mais déjà, ça ne concerne que le col de l'utérus et surtout, on va intervenir, c'est par à ce moment-là de prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on intervient déjà au stade de maladie. Et donc, le traitement de cette maladie, de ces lésions précancéreuses, elle survient à peu près essentiellement chez les jeunes femmes de 30 ans. Et vous savez qu'aujourd'hui, les femmes font leurs enfants de plus en plus tard. L'âge moyen de la première grossesse, c'est au-delà de 30 ans. Et le fait de traiter les cols de l'utérus chez ces femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, ça peut avoir des conséquences obstétricales. Ces lésions se traitent par conisation, c'est-à-dire qu'on enlève un petit morceau du col de l'utérus, qui est représenté schématiquement ici au niveau de ce petit dessin. C'est quand même 36 000 interventions par an. Et cette exérèse d'une partie du col de l'utérus peut avoir effectivement des retentissements en termes d'accouchement prématuré et de fausses couches du deuxième trimestre. On estime qu'à peu près 500 conisations seront responsables d'une mort fœtale. Le diagnostic, en plus, au-delà de ces complications obstétricales, il faut savoir que avoir une lésion précancéreuse, c'est quand même pas très agréable comme annonce. Mais même en deçà de la lésion précancéreuse, la banale infection à HPV, parce que c'est vrai qu'elle est banale, elle est source d'inquiétude, d'angoisse, de culpabilité. Elle a des répercussions sur la sexualité des patients atteints. Et ça a été parfaitement démontré. Et au-delà de ces différents arguments, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, toutes les femmes ne se font pas dépister
pour les lésions précancéreuses du col de l'utérus, puisqu'on estime que 40% des femmes ne se font pas dépister assez ou suffisamment fréquemment pour pouvoir avoir un réel bénéfice. Alors aussi, pourquoi vacciner les garçons? On vous a dit qu'à peu près 25% des cancers provoqués par l'HPV concernent les hommes. Alors, surtout des cancers de la gorge, mais aussi des cancers de l'anus et beaucoup plus rarement des cancers du pénis. Et pour ces cancers-là, il n'y a pas de dépistage, sauf pour le cancer de l'anus, mais dans des cas bien particuliers. Ce n'est pas mon propos. C'est un risque qui est très important, notamment pour les homosexuels. Au-delà de ces cancers, bien évidemment, les condylomes acuminés, qui sont environ 100 000 cas par an, touchent autant les hommes que les femmes. Et pourquoi ne pas vacciner les garçons? Pourquoi ne pas les protéger contre cette pathologie certes bénigne, mais aussi de grande morbidité avec une fâcheuse tendance à la récurrence? En plus, on sait que vacciner les filles et les garçons, c'est la seule façon d'augmenter l'immunité globale de la population. C'est ce qu'on appelle l'effet troupeau. Je vous rappelle que ça a été utilisé pour la rubéole, qui n'a aucune conséquence chez le garçon. Mais le fait de vacciner filles et garçons, ça aboutit à une très très bonne efficacité globale. Et enfin, les garçons, vacciner les garçons, c'est une mesure réellement égalitaire. Alors, est-ce que cette vaccination est efficace? Alors, bien oui, ça, c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui largement démontrées. Là, je vous rappelle par exemple 26 essais contrôlés randomisés. Et si on compare la population vaccinée versus la population non vaccinée, eh bien, chez les vaccinés, ce n'est pas une efficacité à 100%, mais on va répertorier à peu près 2 cas pour 10 000 femmes, alors que chez les non vaccinés, c'est 164 cas pour 10 000 femmes. Je reviendrai sur l'importance de l'âge de la vaccination, parce que là, ce n'est pas très lisible ce graphique, mais je reviendrai dans la diapo suivante. Un mot quand même pour vous dire de la prévention des cancers ORL. À ce jour, en France, le vaccin n'a pas l'AMM pour la prévention, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché pour la prévention des cancers ORL. Elle l'a aux États-Unis. Aujourd'hui, on a des preuves que le fait de se faire vacciner contre l'HPV, ça diminue la prévalence des infections orales HPV. Et si vous diminuez l'infection orale HPV, il est logique de diminuer l'incidence du cancer de la gorge, mais il faudra vraiment sans doute une vingtaine d'années, voire plus, avant de pouvoir le prouver de façon formelle. Mais la FDA a approuvé cette nouvelle indication et aux États-Unis, il est bien indiqué que ce vaccin est indiqué dans la prévention des cancers de l'oropharynx, mais c'est vrai qu'on n'a pas les preuves strictes à ce jour. Alors, cette diapo, là, je reviens sur ce graphique, sur ce schéma qui vous était montré de façon un petit peu lisible, pour bien vous expliquer l'importance de l'âge auquel on vaccine. Vous avez sur ce schéma 3 courbes. Vous avez la courbe ici en rouge qui concerne les femmes non vaccinées. Ça concerne l'incidence du cancer du col. Vous avez ici la population vaccinée, donc là on approche du 0. Lorsqu'on initie la vaccination avant l'âge de 17 ans. Donc, grosso modo, avant le début de la vie sexuelle, c'est-à-dire on n'a a priori pas eu le temps, pour la grande majorité de ces jeunes filles, elle n'a pas encore été en contact avec l'HPV. Eh bien, là, vous voyez que vous avez une efficacité majeure. Bien évidemment, la population non vaccinée, eh bien, elle va avec l'âge voir apparaître ces cancers du col de l'utérus. Et si on vaccine, mais si on vaccine plus tard, c'est-à-dire entre 17 et 30 ans, donc là, dans une période de la vie où la grande majorité des femmes a démarré sa vie sexuelle, eh bien, vous voyez que la vaccination perd quasiment 50% de son efficacité, puisque chez la fille très jeune, on aura près de 90% d'efficacité, et chez la fille déjà plus âgée, c'est que 53%. Donc, vous voyez qu'il est essentiel de vacciner très tôt. Alors, on pourrait d'abord, au-delà de l'efficacité, est-ce que ces vaccins sont sécures? Ben oui, ils sont tout à fait sécures parce que ce vaccin, en fait, ça ne contient pas du virus, ça contient une particule qui ressemble au virus, totalement synthétique, et c'est une enveloppe vide. Le cerveau du virus, c'est-à-dire son ADN, n'y est pas contenu, donc ça ne peut absolument pas provoquer des infections ou des lésions précancéreuses. Ça va être reconnu par l'organisme comme de l'HPV, puisque l'extérieur ressemble à de l'HPV, mais l'intérieur est totalement vide. Le Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins
a repris toutes les données internationales et a conclu de façon extrêmement rassurante sur la sécurité de ces vaccins. Et en particulier, vous savez qu'en France, on a été un peu traumatisé par la vaccination contre l'hépatite B. Eh bien, la Société française de sclérose en plaques a conclu, au vu de toutes les données de la littérature, que ce vaccin n'a aucune incidence sur la survenue de sclérose en plaques ou autres épisodes démyélinisants. Alors, les vaccins contiennent quasiment tous de l'aluminium, qui est un adjuvant associé systématiquement pour améliorer la réponse immunitaire. Alors, il y a aussi eu des débats spécifiquement français sur la dangerosité de l'aluminium. Bien, vous savez que l'aluminium qu'on retrouve dans le corps humain, c'est vrai qu'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est essentiellement de l'aluminium d'origine alimentaire, hein, puisque c'est environ la dose d'aluminium qu'on a dans le corps, eh bien, il y en a 82 000 fois plus qui est d'origine alimentaire que produit par la vaccination. Vous voyez, là, vous avez un peu la liste des aliments qui contiennent de l'aluminium, pardon. Et seul 1% de cet aluminium est absorbé par l'organisme. Et même si le vaccin est directement injecté dans l'organisme, donc de l'aluminium injecté dans l'organisme, eh bien, le taux d'absorption dans le sang de l'aluminium est 820 fois moins important, enfin, c'est une autre façon de le dire, en raison produit par la vaccination que par l'alimentation. Donc, aucun souci avec l'aluminium. Alors, y a-t-il des contre-indications? Eh bien, il faut reconnaître que ces contre-indications sont exceptionnelles. Elles se rencontrent dans des situations d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients qui est listé dans la rubrique composition. Donc, c'est vrai qu'en pratique, c'est extrêmement, extrêmement rare. Alors, bien sûr, s'il y a eu une réaction d'hypersensibilité à l'occasion d'une première administration, eh bien, il ne faudra pas injecter la deuxième, on ne devra pas recourir à la deuxième injection. Quels sont les effets secondaires qui sont observés après injection de Gardasil 9, hein, qui est aujourd'hui le vaccin de référence? Vous voyez que la grande majorité de ces effets secondaires sont tout à fait bénins, hein. Ce sont des céphalées, des sensations vertigineuses, des nausées. Ce sont surtout des effets locaux avec des douleurs au site d'injection, des gonflements, des érythèmes. Ça peut provoquer quand même des effets généraux avec une petite fatigue qui a été également répertoriée, mais c'est essentiellement des effets locaux. Il faut savoir quand même que cette vaccination peut s'accompagner notamment chez ces adolescents qui sont peut-être plus susceptibles à ce genre de malaise. Ça peut provoquer des malaises vagos brutaux et il y a eu malheureusement une histoire un peu douloureuse, franchement douloureuse même, et à la suite d'une chute. Donc il faut savoir qu'il faut maintenant, il est bien recommandé par l'ANSM juste après la vaccination, il faut allonger l'adolescent sur un tapis de sol ou sur des couvertures, ou tout au moins le maintenir en position assise par terre, adossé à un mur pendant une quinzaine de minutes. Alors, la question légitime qu'on peut se poser, c'est que si on vaccine les jeunes gens avant l'âge de 14 ans, cette protection, bien, on en a besoin toute la vie, hein, puisque, bien évidemment, l'HPV, on peut l'acquérir tout au long de la vie. Eh bien, on a une protection clinique qui semble relativement courte au vu de ces papiers, mais c'est des publications qui sont déjà un petit peu anciennes, hein, qui datent de 4 ans. Je n'en ai pas retrouvé de plus récentes, mais apparemment, ça ne bouge pas. Et on peut être très confiant, puisque l'immunogénicité qui est représentée finalement par le taux des anticorps, hein, les anticorps retrouvés, les anticorps anti-HPV que l'on dose dans le sang après vaccination, hein, donc ça, ce n'est pas des choses qu'on fait en pratique courante, ce sont des choses qu'on fait uniquement dans les études de recherche, les études cliniques. Eh bien, ces anticorps qui témoignent de l'efficacité vaccinale, eh bien, restent extrêmement, il y a une petite descente tout au début, dans les 3 premiers mois qui suivent la vaccination, mais après, vous avez une courbe extrêmement stable dans le temps, et donc les spécialistes des vaccins sont extrêmement confiants et n'envisagent pas à ce jour la nécessité d'un rappel plus tard dans la vie. Je repasse la parole, mais je crois que cette fois, c'est à Madame Husson qui va... Tout à fait. Alors, du coup, je vais vous demander si c'est possible pour vous de passer les diapos pour moi, puisque je vais pas pouvoir les passer moi-même. Je vous remercie.
Donc moi, je suis le docteur Husson, je suis directrice médicale de l'ANPS. L'ANPS gère 2 centres de vaccination dans les Hauts-de-France. Il y a celui de l'Aisne et on est également présent sur une partie du territoire du 62, donc sur le territoire de Liance, Liévin et Arras notamment. Voilà, donc vous aurez peut-être affaire à nos équipes. Alors, le premier point qui nous semblait important de vous communiquer, c'est qui sont les effecteurs de la vaccination au-delà des centres de vaccination et des médecins, puisqu'il y a eu des évolutions par rapport à ces prescripteurs et effecteurs de la vaccination. Alors, les premières qui ont vu leurs compétences s'élargir, ce sont les sages-femmes, puisqu'elles ont eu une extension des compétences vaccinales depuis août 2022, leur permettant de vacciner de façon indifférenciée les garçons et les filles sur toute la période de la naissance à l'adolescence. Cette extension de leurs compétences vaccinales, elles ont été confirmées également dans le décret du 8 août 2023 et de façon plus récente, les infirmiers libéraux, les pharmaciens d'officine ont vu également leurs compétences élargies avec la possibilité de prescrire et administrer ces vaccins. Alors, c'est sous condition de formation pour les infirmiers libéraux et les pharmaciens, puisqu'ils doivent avoir une formation à la prescription d'une durée de 10h30, que ce soit en présentiel ou en e-learning, et l'administration de vaccins qui là forcément est en présentiel. Alors, il faut également qu'ils informent leur ordre de cette modification de leur pratique. Alors, de façon très pratico-pratique pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez comme effecteur en proximité immédiate, si vous avez la question de la part des familles, la possibilité de les orienter vers des sages-femmes, bien évidemment leurs médecins de façon habituelle, les centres de vaccination, mais vous pouvez également les orienter vers les infirmiers, les pharmaciens d'officine à proximité de leur domicile, tout en leur précisant qu'éventuellement la totalité des infirmiers libéraux et pharmaciens n'ont pas adhéré encore aujourd'hui à cette démarche, mais qu'ils sont quand même relativement nombreux sur le territoire. Voilà, ça nous paraissait important que vous ayez ces informations-là. Je vous propose de passer à la diapo suivante. Merci. Donc, finalement, la question que vous vous posez, c'est aussi, j'imagine, quelles seront les vaccinations disponibles en séance dédiée au sein des ECMS. Alors, juste pour resituer un peu le cadre, parce que ça aura quand même son importance dans la suite. Donc, la première campagne de vaccination HPV, elle fait suite à une annonce présidentielle qui a été faite en février 2023 et qui a généralisé donc ces campagnes de vaccination dans les collèges à partir de la rentrée 2023-2024, avec un certain cadrage, puisque l'accord parental est nécessaire, la vaccination n'est pas obligatoire, c'est une proposition qui est faite. Et puis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui prévoit d'étendre cette campagne de vaccination HPV dans les ESMS qui accueillent des jeunes âgés de 11 à 14 ans. Il y a eu également, dans le cadre des réflexions suite à la campagne de vaccination 2023-2024, la possibilité en fait d'étendre la vaccination hors HPV sur les autres rattrapages vaccinaux, puisque sur cette tranche d'âge-là, dans le cadre du calendrier vaccinal, d'autres vaccins sont obligatoires ou du moins recommandés. Et donc, c'est aujourd'hui mis en disponibilité quelque part dans le cadre de cette campagne de vaccination en établissement scolaire. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, donc sans surprise, oui, on va avoir dans le cadre des interventions en établissement scolaire la proposition de réaliser le Gardasil 9, donc qui est aujourd'hui le vaccin contre les HPV. Elle est recommandée, ça vous l'avez compris, pour les filles et les garçons qui sont âgés de 11 à 14 ans avec un schéma à 2 doses, avec au moins 5 mois d'intervalle entre la première et la deuxième dose, sachant qu'on évite au maximum de dépasser les 13 mois entre les 2 doses en question.
Alors, vous aurez peut-être des questions très pratico-pratiques aussi par les familles pour les grands frères, les grandes sœurs qui seraient dans l'entourage mais qui auraient dépassé les 14 ans. Vous avez vu dans la présentation qui vous a été faite qu'il y a quand même un intérêt à aller les vacciner. Alors, dans l'idéal, bien évidemment, avant 17 ans, mais même un peu au-delà parce que ça garde quand même une efficacité, même moins Oui, portable, mais ça en garde une quand même. On a la possibilité de les vacciner à partir de 15 ans, entre 15 et 19 ans, avec un schéma qui est un peu modifié, qui se fait en 3 doses à la place de 2, mais néanmoins, c'est possible. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vaccination garde asile. Alors, ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est que vous puissiez prendre un peu connaissance de la dynamique de la couverture vaccinale en France, donc en amont de cette campagne HPV, et puis du coup après la campagne HPV. Donc là, les chiffres que l'on voit on voit dans pas bien. les Hauts-de-France, Ah oui. dans les Hauts-de-France, au moins une dose à 15 ans en 2023 chez les filles, on est à 60,7%. Donc ça veut dire que 6 filles sur 10 avaient au moins une dose à 15 ans. À 16 ans pour 2 doses, on atteignait 50%. Je vous propose de passer à la diapo suivante. Chez les garçons, toujours dans les Hauts-de-France, on a une adhésion qui est moins forte, hein, avec à 15 ans en 2023, 28% de garçons vaccinés une dose et à 16 ans, 16% qui sont effectivement bien vaccinés. Alors, la vaccination HPV chez les garçons, elle est un peu plus récente. Donc, effectivement, on est dans une montée en charge qui aussi prend forcément un peu plus de temps. Donc, ça peut expliquer en partie le delta. Je vous laisse descendre la diapositive. Je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je ne l'ai pas. Là, vous l'avez eu, docteur Husson? Non, je suis toujours chez les garçons, là. Ah, je réactive pour voir si ça fonctionne comme ça. Alors non, j'ai pas la diapo 25 qui apparaît. Bon, tac, tac, tac. Ça, c'est chez les filles, juste au-dessus. Attendez, je vais refaire le partage, c'est peut-être plus simple. Hop. Vous l'avez? Alors là, je suis chez les filles. Est-ce que vous pouvez juste revenir une diapo en arrière? Voilà, parfait. Bah, du coup, celle d'après. Non, c'est pas. Voilà, c'est parfait. Ne bougez plus, on est bon. Donc, du coup, je vais reprendre les chiffres, ce sera peut-être plus simple à suivre. Donc, on a dit tout à l'heure, chez les garçons à 15 ans, une dose, on était à 28%. Là, on voit que donc avant la campagne HPV, on était à 32% de nos jeunes de 12 ans qui avaient au moins reçu une dose. Donc, on voit qu'on avait une augmentation quand même pas franche, mais néanmoins, effectivement, qu'on suit une progression déjà dans notre population générale. Après notre premier passage, donc au 31-12-2023, la première dose, on était passé à 49% des jeunes garçons. Et suite au deuxième passage qui a eu lieu en juin, enfin sur la période d'avril à juin, la première dose concernait 55% des jeunes garçons. Donc on voit quand même qu'on a une amélioration notable du nombre au moins de premières doses. Sur la deuxième dose, on est à 12 ans à 32%. Alors, ce que ça met en évidence, c'est que la campagne HPV, il y a encore des progrès à faire, hein, avec notamment 2 doses à 12 ans qui mériteraient qu'il y ait un effort qui soit consenti pour qu'on soit certain qu'effectivement, à la fin de l'année scolaire de 5e, on arrive à avoir des meilleurs résultats en termes de 2 doses. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une impulsion vertueuse de cette campagne HPV. Ça, ce sont les chiffres pas uniquement liés à la vaccination dans le cadre de la campagne vaccinale dans les collèges, mais bien toute vaccination confondue. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même effectivement, voilà, ce que moi je vais appeler une impulsion vertueuse qui permet à cette vaccination finalement d'être et d'exister
dans le discours public ou dans les discussions familiales. Et donc, on voit quand même qu'on a réussi à largement augmenter au moins cette notion de première dose à 12 ans. Et chez les filles, merci. Chez les filles, on voit qu'on est passé, donc pour mémoire, on était à 60% de nos jeunes filles de 15 ans qui avaient bien eu une dose. Là, à la fin de la campagne, à 12 ans, donc de façon plus tôt, on arrive à 72% des jeunes filles qui ont bien reçu au moins une dose de vaccination HPV. On est à 42% à 2 doses à 12 ans. On était à 50% à 16 ans sur la cohorte précédente. Donc on voit quand même que la couverture vaccinale, elle s'améliore, qu'il nous reste des efforts à faire, mais qu'on est quand même sur une dynamique qui est encourageante. Donc, on a beaucoup parlé de l'HPV, ce qui est logique. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a d'autres vaccins également qu'on va proposer dans le cadre d'un rattrapage vaccinal parce que c'est une tranche d'âge entre 11 et 13 ans où finalement on va proposer, dans le cadre du calendrier vaccinal recommandé par les sociétés savantes médicales, donc, on a la diphtérie, tétanos, polio, qui est une vaccination qui est obligatoire à 11 et 13 ans dans le cadre d'un accueil en collectivité auquel va s'adosser finalement la coqueluche pour 2 raisons. Donc, on va vous faire, on leur fera, si les parents sont d'accord, diphtérie, tétanos, polio et coqueluche dans la même injection. C'est un vaccin qui est remboursé en ville à 65% par l'assurance maladie. Dans le cadre de la campagne en établissement scolaire, le ticket modérateur est pris en charge sur le FIR. Donc, s'il y a des questions sur cet aspect-là, je laisserai Madame Lehu répondre. Je voulais juste vous faire un petit focus sur la coqueluche parce que voilà, souvent c'est un peu la question qu'on a. Depuis le début de l'année 2024, il y a un nombre de cas qui a augmenté de façon très importante, que ce soit en France ou au niveau européen, alors qui se stabilise sur les dernières semaines, mais qui reste clairement à des niveaux très élevés par rapport aux années précédentes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un peu suivi les articles de presse à ce sujet, mais c'est vrai que c'est une maladie qui est clairement évitable via la vaccination et qui peut effectivement entraîner le décès. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à reprendre une vaccination avec des gens qui sont correctement vaccinés et d'avoir une immunité collective qui nous protège tous. On proposera également la rougeole, les oreillons, pardon, et la rubéole. Alors, le schéma est en 2 injections, en général, qui sont faites à partir de 12 mois. Donc, on a quand même, la population est relativement bien couverte par cette vaccination-là, mais parfois, on peut être amené à proposer une 3e injection chez nos jeunes, même quand ils ont eu leurs 2 injections, parce que la première a été faite de façon un peu tôt, c'est-à-dire qu'ils ont été injectés avant les 1 an. Or, on sait maintenant que l'immunité, enfin le système immunitaire est pas forcément assez mature pour déclencher une réponse suffisante. Donc ça, c'est effectivement une injection qu'on peut être amené à proposer dans ce cadre-là. C'est un vaccin qui est remboursé à 100% par l'assurance maladie jusqu'à 18 ans. Alors, comme toutes ces maladies, donc là, j'ai proposé un focus sur la rougeole, enfin, on pourrait parler des autres également. Voilà, on a une certaine partie de la population qui n'a pas été vaccinée pour le ROR, puisque ça faisait pas partie des vaccins obligatoires. Et on est clairement là sur une alerte importante sur les cas de rougeole. Voilà, je vous ai mis 306 000 cas déclarés dans le monde, c'est presque 80% de plus qu'en 2022. Ça touche la France, ça touche l'Europe. Voilà, c'est vraiment une situation qui reste préoccupante parce que la rougeole, c'est une maladie qui est très contagieuse et donc du coup qui peut éventuellement faire de grands clusters de façon très impressionnante. Alors,
On va également proposer une vaccination pour les méningocoques ACWY135. Alors, le nom paraît un peu barbare, mais l'idée n'est pas très compliquée. En fait, les méningocoques, ce sont des infections qui vont malheureusement avoir tendance à faire ce qu'on appelle des infections invasives à méningocoques. Alors, le nombre de cas paraît pas très important. Il y a environ 500 personnes par an qui font ces infections invasives. Les 2 tiers vont faire des méningites et l'autre tiers vont faire des septicémies. Les personnes qui sont les plus touchées par ces infections à méningocoques, c'est les nourrissons, les jeunes enfants, les jeunes adultes entre 15 et 24 ans. Maintenant, voilà, c'est une maladie à déclaration obligatoire parce qu'elle est d'une gravité majeure. Et que, un peu à l'instar de la rougeole, on va avoir des phénomènes de cluster avec des enquêtes qui sont menées parce que voilà, les infections invasives à méningocoque, c'est jamais sympathique et c'est une course contre la montre. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a des méningocoques qui circulent de façon assez active et qui sont plus comme ils étaient tout à fait avant la période Covid. Donc jusqu'ici, on vaccinait contre les méningos C, les méningos B. Donc méningo B plutôt pour les enfants, les méningos C, voilà, on le faisait dans l'enfance et ça les couvrait pour toute la période, notamment de jeunes adultes. Aujourd'hui, on sait que les méningos A, les méningos W, Y sont en augmentation de façon très nette. Et donc, on a cette volonté, effectivement, de proposer cette vaccination aux jeunes de 11 à 14 ans. C'est un vaccin qui est remboursé par l'assurance maladie dans cette indication de façon très récente, puisque c'est depuis le 1er décembre 2024. Donc, c'est un vaccin qui est à l'identique des autres vaccins dont je parlais. C'est les vaccins remboursés à 65% par l'assurance maladie, avec une prise en charge du ticket modérateur sur le FIR dans le cadre de la campagne vaccinale. Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi une vaccination élargie. En fait, on a des portages chroniques asymptomatiques des méningos, c'est-à-dire on estime en tout cas qu'on a 5 à 10% de la population qui sont porteurs de façon asymptomatique de ces méningocoques et qu'effectivement, il suffit qu'ils rencontrent quelqu'un qui va du coup déclencher une infection invasive à méningocoque. Et donc, l'objectif de cette vaccination, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est d'obtenir finalement une immunité collective et donc limiter ce portage chronique asymptomatique qui va du coup être responsable par la suite de ces infections. Voilà, et donc là, c'est une dose entre 11 et 14 ans, je l'ai déjà dit, même si l'enfant a été vacciné contre le méningo C dans l'enfance, puisque là, on va le couvrir sur les autres sérogroupes qui sont clairement en recrudescence de façon importante en population. Et enfin, je vous rassure, la liste s'arrête là. On proposera également la vaccination contre l'hépatite B. Donc logiquement, elle a lieu dans l'enfance. On va proposer un rattrapage chez tous les adolescents jusqu'à 15 ans. Alors voilà, souvent l'hépatite B, on pense que ça a un peu disparu ou que, enfin voilà, on n'est pas toujours très au clair sur ce que ça implique. C'est pas une maladie rare, c'est pas une maladie qui ne provoque rien. Et donc la vaccination, elle permet vraiment de se protéger efficacement et de diminuer la transmission interhumaine. Donc il y a un réel intérêt. Alors je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais c'est à l'identique de ce qui a été publié par la SFSEP sur l'HPV. Il y a eu les mêmes travaux concernant le non-lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que les vaccins recommandés sont moins importants que les vaccins obligatoires? Voilà, ça c'est la question auquel ont le droit toutes les personnes qui proposent de faire de la vaccination. Alors, au-delà du caractère obligatoire ou recommandé,
c'est l'intérêt en fait de la vaccination qui doit être mis en avant. Il n'y a aucune différence en termes d'efficacité ou de qualité entre les vaccins, qu'ils soient recommandés ou obligatoires. Et ils sont importants au même titre que les vaccins obligatoires. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui reviennent régulièrement. Le caractère recommandé ou obligatoire d'un vaccin, c'est en lien avec, à un moment donné, il y a des choix politiques qui sont faits sur un certain nombre de critères. Là, vous voyez bien que pour les méningos, on revient et on modifie ce qu'on propose comme en termes de vaccin parce que on voit qu'il y a des infections qui arrivent et qui n'ont pas le même profil qu'avant. Donc voilà, il y a des choses qui sont toujours en mouvement sur les recommandations. En tout cas, il n'y a pas de différence, c'est la même qualité. Une autre information qui souvent nous est demandée, c'est est-ce qu'il y a une contre-indication à faire la vaccination pour les HPV et une autre vaccination le même jour, voire plusieurs. En fait, au niveau médical, il n'y a pas de contre-indication à faire plusieurs vaccinations le même jour. Alors, je vous rassure, on en fait au maximum 2 en général, on ne va pas au-delà. Donc, on fait une HPV et éventuellement une autre vaccination. À partir du moment où il n'y a pas de contre-indication pour le vaccin lui-même, il n'y a pas de contre-indication à faire 2 vaccins le même jour. Alors, dans le cadre de la campagne en établissement, voilà, une des questions qui revient, c'est l'autorisation parentale. Alors, j'imagine qu'on aura des précisions dans les prochaines semaines, voire jours. En tout cas, il y a effectivement une autorisation parentale qui est demandée dans le cadre de la campagne, avec une qui est identifiée pour la vaccination HPV et une autre pour les autres vaccinations où les parents peuvent, ou en tout cas les représentants légaux, peuvent nous signifier s'ils souhaitent ou non que leur enfant soit vacciné. Il y a nécessairement, j'ai envie de dire, des conditions d'assouplissement par rapport à cette condition. Un, parce que parfois, il n'y a qu'un seul responsable légal. Alors, dans ce cas-là, il y a une seule signature qui suffit. Et puis, parfois, il y a l'impossibilité matérielle de signer pour le deuxième parent, auquel cas, il y a des modalités sur cette autorisation parentale qui permettent de nous signifier à nous, vaccinateurs, que un seul des 2 parents est en mesure de signer, mais qu'il atteste que le deuxième parent est d'accord pour que la vaccination se fasse. Alors voilà, quelques cas pratiques. Alors, les arguments à donner aux parents, parce qu'en fait, c'est vous qui allez être, j'ai envie de dire, au plus près des familles et donc qui allez avoir probablement les questions pour la prise de décision sur l'autorisation ou non. Je crois que le principal argument pour la vaccination HPV, c'est que c'est une vraie avancée, que c'est une vraie chance pour ces nouvelles générations. C'est un vaccin qui protège contre certains cancers, on l'a dit, le cancer du col de l'utérus, les cancers de la sphère ORL et de l'anus. Voilà, c'est quand même une grande avancée sur le plan médical. On sait que c'est largement développé dans d'autres pays. On a notamment l'Australie qui vaccine maintenant de façon très importante. Je ne sais absolument pas les seuls, mais qui vaccinent de façon très importante dans la population et qui voient un recul du nombre de cancers de col de l'utérus ou en tout cas de lésions précancéreuses chez leur population. Voilà, donc on sait qu'on a du recul sur ces vaccins. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui qu'ils sont utilisés. Il y a 370 millions de doses qui ont déjà été injectées. Bon, voilà, on n'est pas sur quelque chose de complètement nouveau. La vaccination, on l'a dit, elle s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. Un, parce que ça va permettre de renforcer l'immunité collective. Et puis deux, parce qu'en fait, que ce soit les filles ou les garçons, ils ont tous les deux intérêt à être protégés contre les HPV à haut risque. Voilà, donc après, on est vraiment sur un peu les mêmes notions. Voilà, l'idéal, ce serait qu'il y ait une espèce de réflexion qui se fasse. Votre enfant rentre au collège, est-il à jour dans ses vaccinations? Et ben, sinon, il faut le faire, et notamment la vaccination HPV. Alors,
Ça, c'est une vraie question. Dissocier la vie sexuelle et la protection contre le cancer pour l'argumentaire parent, effectivement, enfin voilà, faut être très à l'aise pour aborder cette thématique en passant par la vie sexuelle des enfants. Je vous le conseillerais pas forcément de vous engager dans cette discussion via cet aspect-là. Je crois que vraiment, il faut le présenter comme une protection contre les cancers. Et puis, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez également leur dire qu'il n'y a pas d'obligation de le faire dans le cadre, bien évidemment, de l'établissement scolaire, qu'il y a d'autres effecteurs qui peuvent prendre le relais s'ils le souhaitent en ville. Donc, on en a parlé, médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, centres de vaccination. Voilà, là, on reprend la parole avec Cathy. Autre question pratique qui arrive assez fréquemment. Donc, un jeune de 15 ans qui a commencé sa vaccination HPV, donc a fait sa première dose, par exemple, à l'âge de 13 ans, mais n'a pas fait sa deuxième dose. Donc, que lui proposer? Lui proposer de faire sa deuxième dose dès que possible. Mais voilà, on reste à un schéma à 2 doses. S'il a commencé sa vaccination entre 11 et 14 ans, il n'y a pas de rappel à prévoir. Et de la même façon, si le schéma à 3 doses, une fois, enfin, s'il a fait sa première dose après 15 ans et que son schéma à 3 doses n'a pas été respecté parce qu'il a oublié la deuxième dose, il a oublié la troisième dose, ça ne nécessite pas de faire des doses supplémentaires, il faut juste rattraper le ou les doses manquantes en respectant un intervalle d'au moins 1 à 2 mois entre la dose 1 et la dose 2 et d'au moins 4 à 5 mois entre la dose 2 et la dose 3. Et pour qu'il n'y ait pas de problème de remboursement de la vaccination, il faut noter que sur l'ordonnance, il faut noter que la vaccination a été initiée aux âges de la recommandation, c'est-à-dire entre 11 et 14 ans, et ensuite entre 15 et 19 ans pour le rattrapage, pour que la dose de vaccin soit remboursée normalement. Je crois que c'était à toi pour la dernière. Voilà, donc on en arrive à la conclusion. J'espère que vous êtes convaincus que cette vaccination HPV, c'est un réel progrès, c'est un vaccin contre le cancer, puisque l'HPV est finalement responsable de 5% de tous les cancers et de 10% des cancers de la femme. C'est un vaccin qui est efficace. On constate déjà, vous l'avez vu, une diminution des cancers du col de l'utérus dans les pays où la vaccination est largement administrée et qu'elle a été administrée tôt dans la vie de la jeune femme et plus tard, ça sera pour le jeune homme. J'espère qu'on le montrera assez rapidement. Au-delà du cancer du col, elle est aussi efficace contre les verrues génitales et la papillomatose laryngée. Ce sont des efficacités qui ont été largement prouvées. C'est un vaccin qui est tout à fait sécure, il n'y a pas de danger. Elle n'exempte pas, malheureusement, ce n'est pas 100% d'efficacité. Donc, il faudra continuer de dépister les patientes. Elles auront toujours besoin de frottis ou de tests HPV avec les mêmes recommandations en termes de délai. Et enfin, c'est l'association justement de cette prévention primaire et de la prévention secondaire, vaccination et dépistage, qui permettra d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Voilà, mais écoutez, maintenant on est à votre disposition pour répondre à vos questions, et je suppose